C'est un miracle pour personne ici je présume, mais la période qu'on vient de passer était une période assez particulière. Il a fallu trouver à s'occuper, à se déstresser, parfois à se calmer de toute cette tension qu'on nous fournissait au quotidien, au travers des médias notamment. Alors beaucoup d'entre nous se sont tournés vers des films, notamment moi, qui vous ai fait une petite playlist de mes feel good du confinement, parce que pour moi ça reste le moyen le plus immersif, voilà, de plonger dans un autre univers et de faire passer le temps plus rapidement. Mais comme je suis aussi une grande consommatrice de films en salle, cette période d'introspection m'a permis de me poser plein de questions sur l'histoire de ces salles de cinéma, de ces salles de projection, qui sont le théâtre de vie du cinéma depuis son apparition. Parce que je le rappelle, le cinématographe, il a été inventé par les frères Lumière en 1895. C'est un outil de projection et donc le cinéma se définit comme une expérience collective de la projection de métrage. Et donc, je me suis demandé un petit peu qu'est-ce qu'il allait advenir de cette expérience collective dans l'après-épidémie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur et j'ai pas pour habitude de vous demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais aujourd'hui je me permets de le faire parce que j'ai un petit message à vous faire passer. J'ai fait plein de recherches et puis en plus vous avez été hyper nombreux à participer sur les sondages que je vous propose. Oui, parce que vous êtes peut-être pas au courant, mais on nous a appris que la fonction sondage sur YouTube, elle allait disparaître. Je vous propose des sondages, des discussions sur Instagram, donc du coup vraiment rejoignez-moi si jamais vous voulez participer aux vidéos. Et voilà. Tout d'abord, je vous ai demandé à peu près en moyenne quelle était votre fréquentation des salles de cinéma et j'ai été vraiment surprise. Je fais plutôt partie de la première catégorie des personnes qui vont au cinéma une fois toutes les 2 semaines, voire plus. Et il y a quand même énormément de personnes, je trouve, qui ont répondu qu'elles n'allaient au cinéma qu'une fois par an, voire moins. Et pour moi le cinéma c'était vraiment une activité familiale déjà quand j'étais petite avec mes parents, c'était l'activité du dimanche, c'était voilà, un petit rituel que j'ai gardé encore aujourd'hui, seul ou accompagné, parce que c'est tout simplement une activité qui me plaît. Et parce que ça me procure un plaisir tout autre que de regarder des films sur petit écran. Quand on regarde un film chez soi, sur une plateforme ou quoi, il y a toujours la tentation d'aller checker une info, d'aller regarder un truc sur son portable, recevoir un mail, recevoir un SMS. Le cinéma, la salle, en plus d'être une expérience sociale et sensorielle très forte, c'est un choix sacré. Et ça, c'est incomparable. On peut voir que vous êtes aussi autant à peu près à aller au cinéma une fois par mois ou une fois tous les 3 mois. Et là, je me suis un petit peu posé la question, je pense qu'il y a aussi un critère économique qui rentre en jeu. Outre le fait d'aimer ou ne pas aimer se déplacer en salle, le cinéma, ça reste coûteux, on n'est pas tous dans les mêmes conditions et je pense que le cinéma aujourd'hui ça peut parfois être un luxe pour certains d'y aller et que déjà y aller une fois tous les 3 mois, bah voilà, c'est se faire plaisir et voilà, et on n'a pas aussi forcément le temps bien évidemment. Bon, je vous ai dit que je m'étais posé plein de questions sur les salles de cinéma et une en particulier, vous allez pas me dire que vous vous êtes jamais demandé pourquoi presque toutes les salles ont des sièges rouges. Pour avoir une réponse, il faut remonter le temps jusqu'au XVIIIe siècle, avant la Révolution française. Et oui, le cinéma n'existait pas encore, je sais, ça vient. À l'époque, les salles de spectacle, c'était des salles de théâtre, et elles étaient décorées en bleu, qui était la couleur de la royauté, en doré, parce que c'était un lieu mondain plutôt luxueux, et en vert. Et oui, parce que le vert, c'était pas encore une couleur maudite, elle l'est qu'à partir du 19e siècle, lors duquel on se rend compte que finalement le pigment qui permet d'avoir des costumes verts est en fait obtenu grâce à un mélange chimique corrosif qui en fait est hyper toxique pour les comédiens qui portent ces costumes. Mais bref, il faut savoir qu'à cette époque, on n'allait pas seulement au théâtre pour voir une pièce, mais aussi pour y être vu. Du coup, la scène, elle était tout autant éclairée que la salle, et les spectateurs qui y étaient, eh ben, leur œil était plutôt attiré du coup sur les sièges, les gens autour d'eux, ces personnes qui se rendaient dans ce lieu mondain plutôt pour se montrer. Progressivement, le théâtre acquiert une reconnaissance en tant qu'art à part entière, et du coup, on va commencer à aller au théâtre vraiment pour voir des pièces. Et c'est à partir de ce moment-là, dans les années 1820, qu'on va chercher à mettre en valeur la scène plutôt que la salle. Et donc les sièges vont repousser cette petite couleur bleue chatoyante, très criarde qui attirait l'œil, pour un rouge carmin plus profond qui va permettre aux spectateurs de se concentrer, se focaliser sur la scène. Et comme vous l'aurez compris, les premières salles de projection du cinématographe, c'était des salles de théâtre. Du coup, les cinémas ont hérité des sièges rouges carmin
du théâtre. Souvenez-vous qu'au départ, le cinématographe des Frères Lumière, il avait été fabriqué pour les scientifiques. Et c'est justement parce que ces derniers n'en voulaient pas qu'il a été vendu à des forains, et le cinéma va à partir de ce moment-là prendre une dimension de divertissement. Mais à ce moment-là, c'est quelque chose de totalement nouveau. Les forains, ils font des projections payantes, mais en fait le public se rend surtout à ces projections pour voir le fonctionnement de la machinerie plus que pour aller voir les petits films qui sont projetés. Comme je vous en ai déjà parlé dans la vidéo qui lui est dédiée, le nitrate de cellulose et l'éther du cinématographe vont causer en 1897 l'incendie du bazar de la Charité. À partir de ce moment-là, le préfet de Paris va faire voter un traité visant à obliger l'opérateur, donc celui qui fait fonctionner le cinématographe, à opérer dans une cabine de projection. Il n'y avait quand même pas l'électricité partout. Et en province, je ne vous dis pas, et dans les villages, il n'y avait aucune chance qu'il y ait l'électricité. Alors, ou bien le tourneur amenait son groupe électrogène, ou bien il avait un éclairage oxyacétylénique, par exemple. Au début des années 1900, on voit apparaître les premières salles de projection sédentaires. Et là, il y a deux types de salles, les petites salles indépendantes et les salles qui sont implantées par des sociétés régionales anonymes, comme par exemple Pathé. Ces salles de projection implantées par des sociétés régionales, elles sont bien souvent en ville, et elles ont tendance à se ressembler. On voyait en général les poutres apparentes, les poutres métalliques apparentes. Au-dessus de l'écran, il y avait un moulage en plâtre du coq pâté, et à l'extérieur, on retrouvait le coq pâté au-dessus de l'entrée, et puis c'est tout. Mais comment est-ce qu'on projetait les films? Ben, j'espère ne rien vous apprendre là pour le coup. À l'époque, c'était pas numérique, c'était une bobine de pellicule qu'on tournait, on recevait des bobines qu'on projetait pendant une semaine, que le film marche, qu'il marche pas, peu importe, c'était une semaine par cinéma. Ensuite, on le rendait au loueur, qui allait du coup nous en apporter un autre, qui allait apporter la bobine à d'autres cinémas, et etc., etc. Il faut aussi savoir que généralement la province avait les films vachement en retard par rapport aux villes, parfois 6 mois après leur sortie. Au début, les métrages ils font que quelques minutes, quelques secondes parfois. Petit à petit, la pellicule va commencer à se rallonger, on va pouvoir faire des métrages de plus en plus longs, et le public va commencer à s'intéresser aux films et non plus seulement au système de projection. On va changer le contenu des films, on va chercher notamment à raconter des histoires et on va commencer à employer des véritables comédiens de théâtre. Historiquement, on arrive pour ces salles à la période de la Première Guerre mondiale, pendant laquelle les salles qui sont proches des zones de combat vont servir d'accueil pour les hôpitaux. Et c'est à la fin de cette Première Guerre mondiale qu'on voit apparaître les premiers architectes spécialisés pour les salles de cinéma. Ces salles qui sont tout juste sédentaires au début du siècle, et bien maintenant elles sont construites par des architectes, elles accueillent 1000 places minimum et il y a vraiment parfois des prouesses architecturales. Alors si les films, eux, projetés en salle dans cette après-guerre étaient muets, l'ambiance au sein de la salle, elle l'était beaucoup moins. Il faut vous souvenir que c'était des films muets, les paroles étaient souvent retranscrites grâce à des cartons, les personnes lettrées lisaient ces cartons à voix haute pour leurs voisins dans la salle. Donc il y avait du bruit, on parlait à ses voisins, c'était une ambiance totalement différente que celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Le plus souvent, les métrages ils étaient accompagnés au piano par un pianiste, et dans les grandes villes et les cinémas qui en avaient les moyens, c'était même tout un orchestre. Les films parlants ils arrivent progressivement en France depuis les États-Unis, et si le sujet vous intéresse, je vous ai fait une vidéo du silence au son où vraiment je reprends en détail toute cette progression. C'est accessoirement avec l'arrivée des films parlants que les spectateurs apprennent à être silencieux, même s'il y en a qui ont encore un peu de mal. Quoi chute? Tu me dis pas chute à moi je te casse la tête. Or, ces nouveaux dispositifs, ils vont aussi nécessiter l'apparition de nouveaux équipements pour les salles de projection, de nouvelles structures architecturales parfois, pour éviter un petit peu l'effet de résonance. Donc la technique la plus utilisée à l'époque, c'est le plafond en forme de vague pour briser le son, et le flocage du plafond avec de l'amiante. Miam. On en arrive donc à la période de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle les salles sont paradoxalement encore visitées. C'est un petit peu le moyen de faire autre chose, d'être dans un lieu qui est à la fois familier et lointain, renfermé de tout ce qui se passe dehors, dans la mesure du possible, parce que sous le système de Vichy, on voit beaucoup de restrictions au niveau du cinéma. Les salles ont interdiction de projeter des films anglo-saxons. Les syndicats du cinéma sont tous
dissous pour être remplacé par le COIC, donc le Comité d'organisation de l'industrie cinématographique. Et donc le cinéma, il est placé sous l'autorité du ministère de l'Information. Par exemple, les juifs n'ont pas le droit d'avoir des salles de cinéma à eux, jusqu'à la dissolution du COIC en 1946. L'histoire de l'entracte, elle est elle aussi héritée du théâtre, d'où son nom, entre actes, puisqu'en fait c'était le moment où il fallait généralement au cinéma changer la pellicule. Cette courte pause, elle est souvent le moment pour les publicitaires de faire passer leur message. Donc à l'époque c'était un coin qui était dédié aux petits commerçants du coin qui allaient agrafer ces annonces ou parfois faire même des annonces orales. Progressivement, avec l'essor de la société de consommation dans les années 1950, on voit apparaître la vente de petites sucreries à l'entracte. Ça permettait en fait au cinéma de se faire un certain bénéfice aussi. Aujourd'hui, avec l'apparition du numérique, je pense que vous êtes beaucoup à avoir jamais connu l'entracte. Les cinémas d'aujourd'hui ont hérité de cette petite tradition, puisqu'on vend toujours des pop-corn, des boissons, des bonbons à l'entrée des salles. Les salles de projection, elles étaient communément séparées en deux zones principales. Il y avait l'orchestre et les balcons. Donc il y a certains qui disaient que être dans les balcons c'était quand même un confort, on voyait le mieux l'écran en totalité. Et puis il y avait aussi une équipe de puristes qui disait qu'il fallait absolument être dominé par le film pour l'apprécier. Mais outre ce placement qui est choisi par le spectateur, les réalisateurs vont eux aussi vouloir immerger beaucoup plus leurs spectateurs dans les œuvres qu'ils ont réalisées. C'est là qu'on voit la disparition des très célèbres bandes noires, et puis les écrans vont prendre une forme un petit peu plus incurvée pour envelopper les spectateurs. Mais dans ces changements de cadre, on constate également, à partir de 1957, une disparition drastique des salles de cinéma et de la fréquentation des salles. Et ce déclin, il est lié à l'apparition d'un plus petit écran, la télévision, dans beaucoup de foyers français. À la base des bases, les complexes, c'était des salles qui étaient rajoutées aux salles de cinéma indépendantes. Mais aujourd'hui, on constate une nette différence entre les multiplex et les salles indépendantes, notamment au niveau des menus qu'ils proposent. D'ailleurs, les multiplex, c'est souvent surnommé la grande surface de la culture. Dans un deuxième sondage, je vous ai demandé si vous préfériez aller voir vos films dans des multiplex ou dans des salles indépendantes. Et sans grande surprise, vous êtes nombreux à préférer le multiplex. Ce sont les lieux les plus favorisés par les spectateurs, parce qu'il y a un certain confort, parce que c'est en périphérie de la ville, et parce qu'il y a un grand choix de films, donc le spectateur se dit bon, au moins j'aurai le choix d'arriver sur place. Mais si on essaye de creuser un peu, les distributeurs, ils vont aller vers les salles les plus rentables, c'est-à-dire les multiplex, qui sont les plus fréquentés. Du coup, les petites salles indépendantes, elles n'auront le droit d'avoir les films qu'après ces multiplex, et donc généralement plusieurs semaines après la sortie du film, ce qui fait que finalement les spectateurs sont désintéressés. Ceci étant, si le rôle d'une architecture de cinéma, c'est de créer un lieu agréable, personnifié, je veux dire, qui ait sa propre identité, sa décoration, même si elle n'est pas toujours du meilleur goût. Bon, là, le multiplex n'aide pas au rêve. Or, de par leur convivialité très chaleureuse, les petites salles, elles peuvent permettre des événements autour des films qu'ils proposent, donc des événements qui peuvent être beaucoup plus travaillés parce que justement il y a moins de films à l'affiche. Il peut y avoir des débats de discussion avant le film, après le film. Ces salles, elles peuvent aussi être les lieux de rencontre avec des acteurs du milieu du cinéma. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont permises et qui sont peut-être un petit peu moins agréables lorsqu'on est dans des grandes salles de multiplex à 1000 places. Mais bon, le public intéressé par ce genre d'événement, c'est aussi souvent un public de cinéphiles ou au moins un public de personnes qui sont averties. Et donc voilà, ça touche beaucoup moins le grand public. Ce qui me guidait, ce qui me guide encore malgré tout aujourd'hui, c'est partager des films avec des gens. C'est peut-être très con, c'est peut-être très banal, mais en tout cas c'est ça que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui je m'aperçois que je ne sais plus porter ce message-là auprès des distributeurs. Ils doivent récupérer le maximum d'argent avec leurs films. Le sentiment de bonheur que je peux avoir avec 10 spectateurs, eux, ils ne l'ont pas forcément parce qu'ils sont plus dans le marché, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez bien que certaines de ces salles, elles fonctionnent plus que grâce à des bénévoles. C'est important de comprendre qu'avec leur déclin, elles vont entraîner tout un pan de la cinématographie. On voit même quelquefois des films qui sont classés recherche à l'affiche du multiplex. Bon, ça, c'est le jeu de la concurrence qui a tendance à faire ce que nous, on appelle dans notre jargon le nettoyage par le vide. C'est-à-dire que demain, quand il n'y aura plus les petites salles indépendantes, ces films-là ne seront plus non plus à l'affiche des multiplex. Cette disparition des petits cinémas indépendants et la diminution de la fréquentation des cinémas en général, elle est liée à un événement de notre époque qui est indéniable.
c'est l'apparition des sites de streaming. Dans un troisième sondage, je vous ai demandé si vous remarquiez une différence dans votre fréquentation des salles de cinéma depuis l'apparition des plateformes type Netflix. Et vous avez été nombreux à me dire que oui. Parfois cet impact, il n'est que moindre parce que vous constatez encore que les films qui sont sur Netflix, etc., c'est des films qui sont sortis que très peu récemment, et donc c'est pas les mêmes que vous aurez l'occasion d'aller voir en salle. Néanmoins, cet écart, il est vraiment pas aussi creusé que il y a quelques années à peine. Dans les années 60, il fallait attendre 5 ans pour qu'un film de cinéma soit diffusé à la télévision. De 5 ans, on est passé à quelques mois. En 2009, c'était encore de 6 mois, ça a été réduit à 4 mois. Le rapport de la mission Lescure préconise de raccourcir encore de 4 à 3 mois. Pendant combien de temps la salle de cinéma va encore avoir une exclusivité des films? Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était le 6 avril, on a pu constater l'émergence d'une nouvelle plateforme qui est Disney+. Disney est prêt à faire des sorties mondiales de ses films sur Disney+. Et il faut bien prendre en compte que si chaque studio choisit de faire ça, on court inévitablement vers la disparition des salles de projection. Vous voyez sûrement où je veux en venir avec cette vidéo et avec le message que j'aimerais vous faire passer. Je pense qu'aujourd'hui on n'est plus beaucoup à apprécier aller savourer un film en salle obscure. Aller au cinéma, c'est se couper du monde. C'est accepter que pendant que vous regardez le film, vous n'êtes pas sur le téléphone, vous n'êtes pas sur la tablette, il n'y a personne qui va sonner à la porte. C'est accepter de se couper du monde réel pour s'immerger pendant un temps qu'a choisi le réalisateur, dans l'univers qu'il a voulu développer avec les partis pris qui lui tenaient à cœur. Parce qu'il faut se dire qu'au final, on n'est que des inconnus qui se sont rassemblés à un horaire précis, dans un lieu précis pour voir la même chose. C'est un plaisir d'aller au cinéma et je pense qu'en fait c'est un plaisir qu'on n'est plus habitué forcément à vivre. Et je pense que ce plaisir il peut encore être découvert, redécouvert. Bon, j'estime pas avoir une influence monstre, hein, vous n'êtes pas des dizaines de milliers à me suivre, mais si je peux moi faire passer un petit message, c'est important de faire vivre ces cinémas. Outre tout ça, et pour conclure, vous n'êtes pas sans savoir que le coronavirus, c'est une épidémie qui a eu une influence sur tous les petits commerces, et les petits cinémas, bah c'est la même chose en fait. Ils sont notamment en train de pâtir de tous les trucs que je vous ai listés dans cette vidéo, mais également de cette épidémie parce qu'il y a eu une absence drastique de tous les spectateurs. Et donc je vous invite vraiment, si vous alliez au cinéma, privilégiez les petits cinémas indépendants, c'est super important, il y a des gens derrière. Si vous devez aller au cinéma avec vos potes, invitez-les au Cinoche, faites des trucs en collectif, faites passer ce message, c'est important d'aller dans les petits Cinoches. Les petits efforts sont pas infructueux si on s'y met tous ensemble. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de faire cette vidéo en barre de description. Moi je vous fais de super gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!